La justice en France, séquence 3 du programme de MC de la classe de 4e. Voilà, nous arrivons au bout de notre séquence de MC, au bout de notre démarche, avec la dernière leçon, la 3e, consacrée dans le cadre des piliers de la règle du droit et de l'engagement, au cas de la justice des mineurs en France. Et oui, c'est une question importante, une question majeure que la question de la justice des mineurs en France. Et comme le suggère l'image qui apparaît sur la diapo, parfois, hélas, parce que les mineurs il arrive que des mineurs commettent des délits, parfois même des crimes. Il apparaît donc nécessaire de juger ces mineurs-là, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est l'exception et que si les mineurs sont des justiciables, s'ils ont affaire à la justice, c'est le plus souvent en tant que victimes, ce que nous allons tâcher de voir au cours de la séance. Et nous tâcherons donc de répondre en particulier à une question très précise qui va constituer notre problématique du jour. En quoi le ou la mineure n'est-il ou n'est-elle pas un ou une justiciable comme les autres? Autrement dit, la justice des mineurs n'est pas un simple copier-coller de la justice des adultes. Et nous allons tâcher de voir pourquoi et en quoi. Et le pourquoi est assez facile à déterminer parce que le mineur n'est pas un citoyen, ou du moins pas un citoyen comme les autres, on pourrait le dire, comme je l'ai écrit dans le titre de la diapo, que le mineur est une sorte de mini-citoyen ou de citoyen en devenir. Ça serait même plus juste de le dire ainsi, un apprenti citoyen ou une apprentie citoyenne. Et bien tout simplement parce que le mineur ne possède pas ni la totalité des droits, ni la totalité des devoirs qui sont dévolus aux citoyens. Je rappelle à tout le monde que la définition du citoyen ou de la citoyenne, c'est un individu qui possède des droits et des devoirs. Le mineur possède des droits et des devoirs, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux du citoyen adulte. Et en fait, comme le montre l'image, l'illustration sur la gauche, cette sorte de toise qui ne sert pas ici à mesurer la taille des enfants, mais à faire apparaître la gradualité de leurs droits, l'idée est simple. Plus l'enfant grandit, plus il se rapproche de l'âge adulte et plus il a de droits. Puisque chaque étiquette correspond à un droit. Et donc la logique est la suivante. Plus on grandit, plus on se rapproche de l'âge adulte, plus on possède de droits individuels. Sachant que l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge de la majorité légale, est fixé, majorité légale et civique, qui accorde aussi le droit de vote aux élections, est fixé à 18 ans. C'est la définition légale de la majorité en France, 18 ans révolus, c'est-à-dire 18 ans et 1 minute. Ça n'a d'ailleurs pas toujours été le cas, puisqu'en 1974, la majorité était à 21 ans et elle a été abaissée à 18 ans, donc en 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Et les mineurs n'ont pas aussi les mêmes obligations que les adultes, mais néanmoins, comme le rappelle le petit texte sur la droite de la diapo, ils sont soumis à des devoirs, à des obligations particulières à leur âge, et notamment la soumission à l'autorité parentale.
Les enfants ont l'obligation d'obéir aux choix que leurs parents font pour eux. Donc par exemple, si papa et maman ou si papa ou maman décident que non, samedi soir, vous irez pas faire la fête chez votre meilleur pote, vous n'irez pas. L'autorité parentale signifie que ce sont en effet les parents qui prennent les décisions pour leur enfant. Et l'autorisation des parents est nécessaire pour les actes qui concernent le mineur. Par exemple, vous avez eu à signer, mais vos parents aussi, pour savoir si vous étiez d'accord à la rentrée scolaire pour que le photographe ait le droit de prendre des clichés de vous dans le cadre de la photo de classe. Parce que vous avez le droit de détenir votre propre image et d'en faire ce que vous voulez, donc d'accorder au photographe le droit de vous photographier ou pas, mais parce que vous êtes mineur, votre accord est aussi conditionné à l'accord de vos parents. Si vos parents ne veulent pas que vous soyez photographié dans le cadre de la photo de classe, vous ne le serez pas, tout simplement. Et alors, j'ai parlé un instant de majorité légale, qui va de pair en France avec la majorité civique, celle, encore une fois, qui consiste à donner le droit de vote ou même le droit de se présenter à une élection. Mais qu'en est-il de ce qu'on appelle la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge auquel on considère que vous êtes pénalement responsable de vos actes, et donc en cas d'infraction caractérisée à la loi, et particulièrement dans le cas des délits, voire des crimes, quel âge constitue la frontière entre l'irresponsabilité pénale et la responsabilité pénale? C'est-à-dire à quel moment la justice cesse-t-elle de considérer que ce sont vos parents qui sont responsables pour vous, et à partir de quel moment la justice va-t-elle vous demander des comptes? Alors, il est clair que depuis de très nombreuses années, il y a en France une ambiguïté autour de cet âge de la responsabilité pénale. Il y a un flou qui est savamment entretenu par les uns et par les autres et qui laisse à penser que l'âge de la responsabilité pénale se tournerait autour de 13 ans. C'est-à-dire qu'à 12 ans et 364 jours, on n'est pas responsable devant la loi, ce sont les parents qui sont à votre place, et qu'à partir de 13 ans, on l'est. En réalité, ça n'est pas vrai, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'âge plancher pour la responsabilité pénale en France. Il est vrai que jusqu'à l'âge de 13 ans, la justice et les juges auront tendance à considérer que les adultes sont responsables pour leurs enfants. Mais ça n'est pas écrit dans les textes, et à la limite, un enfant de 8 ans qui commettrait un crime pourrait très bien qu'il n'ait pas 13 ans, devoir répondre de ses actes devant la justice. Et on vous dit que sur cette image que le nouveau garde des Sceaux a l'intention d'introduire une présomption simple de discernement pour les mineurs âgés de plus de 13 ans et à contrario une présomption simple d'irresponsabilité pénale avant 13 ans. Ça veut dire que l'idée serait de fixer justement un âge de la responsabilité pénale à 13 ans. Les choses seraient claires, seraient simples, et particulièrement pour les juges, qui sauraient très exactement à partir de quand ils peuvent poursuivre un mineur personnellement et le juger lui, ou alors jusqu'à quel âge s'en prendre à ses responsables légaux, autrement dit ses parents. Pour l'instant, et sous réserve que les choses n'aient pas évolué d'ici là, parce que la loi peut être changée,
je vous ai dégoté ce petit tableau qui définit non pas un seuil, mais donc des seuils de responsabilité pénale en France pour les mineurs. Donc encore une fois, la responsabilité pénale, c'est se retrouver devant un tribunal de la justice pénale, essentiellement donc chambre correctionnelle ou cour d'assises, pour répondre d'un délit ou d'un crime. Donc c'est pas une plaisanterie. Et donc on voit que, d'après ce tableau, avant 10 ans et même de 10 à 13 ans, l'irresponsabilité est absolue. C'est-à-dire qu'en fait, la règle non écrite veut que l'enfant n'est pas poursuivi. Mais il est néanmoins possible, à partir de 10 ans, de lui infliger des sanctions éducatives. Parce qu'on estime que s'il a commis une bêtise suffisamment grave pour se retrouver devant un tribunal pénal, c'est que ses parents l'ont certainement mal éduqué et qu'il est grand temps de faire quelque chose pour le remettre sur le droit chemin. Mais il n'est pas question de prison. À partir de 13 ans, il possède ce qu'on appelle une responsabilité pénale atténuée. C'est-à-dire que oui, il peut être amené à répondre personnellement de ses actes devant la justice, mais les juges sont priés de se rappeler qu'ils ont affaire à un mineur et que l'on ne le jugera pas aussi sévèrement que s'il était majeur. Mais à partir de 13 ans, si la justice estime indispensable malheureusement d'envoyer un mineur en prison, c'est possible. Avec toutefois l'excuse dite de minorité sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir et dont j'ai déjà parlé avec l'affaire Mathieu M. Entre 16 et 18 ans, la responsabilité pénale est atténuée. Donc là encore, on peut envoyer un mineur en prison, mais comme dans le cas précédent, à partir de 13 ans, c'est l'ultime recours. C'est-à-dire que la prison, c'est l'aveu d'échec. C'est qu'on n'a pas réussi à inculquer au mineur, à éduquer le mineur, à lui inculquer les notions de bien et de mal, de respect de la loi. Mais à partir de 16 ans, dans les cas extrêmes, comme pour Mathieu M, l'excuse de minorité n'est plus systématique, n'est plus automatique et peut être enlevée. Ce qui veut dire que dans les cas les plus graves, dès 16 ans, un mineur peut être condamné aussi lourdement qu'un majeur. Et à partir de 18 ans et plus, la question ne se pose plus, puisque le mineur est devenu un majeur, donc il sera sous le coup de la loi des majeurs. Alors, deux petites remarques pour en finir sur ces seuils de responsabilité pénale. Si par exemple vous êtes à l'arrière de la voiture, enfin même si vous êtes dans une voiture, que vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité, ce qui n'est pas bien, hein, je m'empresse de vous le préciser, si la gendarmerie intercepte le véhicule, vous avez moins de 13 ans, c'est l'adulte qui conduit le véhicule qui prendra l'amende pour vous, parce qu'il est responsable pour vous. C'était à lui de veiller à ce que vous ayez mis votre ceinture de sécurité. À partir de 13 ans, justement, vous êtes responsable, même si votre responsabilité est atténuée, vous êtes responsable de vous-même, c'est vous qui prenez l'amende. Même si c'est vos parents qui payent, c'est quand même pour vous. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que quand je vous disais que la notion de seuil de responsabilité pénale n'est pas suffisamment précise aujourd'hui, il en va de même pour des crimes de sang, en particulier les viols. Parce que les viols reposent aussi sur la question de la majorité sexuelle. Or, là encore, il y a un certain flou auquel la justice a tenté d'apporter des précisions. La majorité sexuelle serait fixée à 15 ans et fixée aujourd'hui à 15 ans en France. Et ça change tout, parce qu'un mineur qui a des relations sexuelles avec un majeur, si le mineur a moins de 15 ans,
l'adulte encourt une punition pénale très lourde, hein, puisque mineur de moins de 15 ans, la justice considérera systématiquement que la relation sexuelle est un viol, même si le mineur affirme avoir été consentant. Si le mineur a 15 ans et plus, eh bien, la justice ne considérera plus la relation sexuelle systématiquement comme un viol. Et ça change tout. Ça change tout pour celui qui est poursuivi en justice, l'adulte en particulier. Donc ces histoires d'âge, de date limite pour fixer des seuils de responsabilité est une question importante et qui fait débat dans la société française, encore aujourd'hui. Alors certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mineurs sont parfois impliqués, notamment dans les grandes villes, dans des gangs de cambriolage, parce que les adultes qui dirigent ces gangs connaissent très bien le droit français et savent que l'on ne poursuivra pas des mineurs, en particulier des mineurs de moins de 10 ans. Donc vous avez des adultes qui n'hésitent pas à enrôler des mineurs de moins de 10 ans pour leur faire cambrioler des logements, des appartements, des maisons, parce qu'ils savent que d'abord, des enfants, on s'en méfie moins, surtout s'ils sont petits. Ensuite, comme ce sont des enfants petits, maigres en général, eh ben, ils se faufilent partout, donc il suffit d'une fenêtre légèrement entrouverte et ça peut suffire. Et puis surtout, c'est que si jamais l'enfant est capturé par la police, eh bien, il y a très peu de poursuites, il n'y en a pas du tout. Sauf si on remonte jusqu'à l'adulte donneur d'ordre. Donc il y a des enfants qui, malgré eux d'ailleurs, hein, souvent sont impliqués dans des affaires pénales, mais encore une fois, ça n'est pas le cas majoritaire des affaires traitées par la justice en France, parce que dans la plupart des cas, dans la majorité des affaires, l'enfant, le mineur n'est pas délinquant ou criminel, l'enfant est victime. C'est ce que l'on appelle l'enfance en danger. Des enfants qui sont maltraités, des enfants qui sont victimes de violences sexuelles, comme je viens de l'évoquer par exemple. Bon. Et ces enfants en danger, la justice a pour mission d'essayer de les sauver. Alors plutôt que de rester dans des propos vagues et généraux, abstraits, on va prendre un cas d'école, une étude de cas, avec une mineure en danger, prise en charge par la justice et qui s'appelle Jenny. Jenny a 14 ans. Elle vit avec sa mère et ses 3 frères et sœurs. Son père n'a pas donné signe de vie depuis des années, donc il a abandonné le foyer. Sa mère, qui a perdu son emploi, n'a pu faire face à la situation et a sombré dans la dépression. Jenny, livrée à elle-même, a commencé à s'absenter du collège et à commettre de petits délits dans le quartier. Donc Jenny, elle a commencé par être victime de la situation, situation familiale, situation économique, difficile pour une famille monoparentale, mais elle est en train de glisser dangereusement du statut de victime au statut de délinquante. Avec en plus un profil d'élève absentéiste qui ne peut que la conduire à l'échec scolaire. Alors c'est une situation qui malheureusement n'est pas rare, qui est même relativement fréquente. Et donc après, il y a plusieurs possibilités. Soit personne ne fait rien et Jenny continue à dévaler la pente. Soit il y a des gens qui interviennent et ces gens, ça peut être vous et moi, ça peut être ses camarades de classe, ça peut être n'importe quel adulte du collège ou extérieur au collège, ça peut même être un voisin. Et comme vous voyez, le plus simple, c'est tout simplement de donner un coup de fil,
pas n'importe qui, mais d'utiliser son téléphone pour appeler le numéro national 119 de l'enfance en danger, afin de tomber sur des gens qui vous donneront les bons conseils, la bonne démarche, parce qu'effectivement ce sont toujours des situations extrêmement délicates à gérer et pour lesquelles les gens ne sont pas nécessairement formés. Alors dans son malheur, Jenny a eu de la chance puisque visiblement elle a été détectée et elle va être prise en charge par les services sociaux, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc face à une situation difficile et dangereuse pour Jenny, le collège a fait un signalement auprès du procureur de la République, donc c'est là que la justice va intervenir, procureur de la République qu'il a adressé au juge des enfants. Celui-ci a considéré qu'il était préférable de retirer momentanément Jenny de sa famille. Elle a été confiée pour 1 an au service de l'aide sociale à l'enfance. Elle est désormais placée dans une famille d'accueil et un éducateur est chargé de la suivre. Il a commencé son travail en essayant de trouver avec Jenny et son collège une solution à son problème d'absentéisme scolaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Le succès n'est pas assuré, ça sera long, et le fait par exemple que Jenny retourne régulièrement au collège, c'est une petite victoire, une série de petites victoires qui vont permettre peut-être de la remettre sur le droit chemin. Et ce cas de figure me fournit le cadre de notre exercice, parce qu'il va nous permettre de distinguer à la fois les acteurs de l'intervention auprès du public des mineurs en danger, les différents acteurs, et puis aussi l'action, et notamment l'action de la justice, et l'action de la société en faveur des mineurs en danger, c'est-à-dire qui fait quoi pour essayer de sauver Jenny de la délinquance, de la criminalité, et qui essaie de la sauver de la situation dangereuse dans laquelle elle se trouve. Donc l'idéal est simple, à chaque acteur correspond un code de couleur et je vous demande de retrouver l'engagement concret de chacun de ces acteurs en faveur de Jenny. Allez-y, procédez comme d'habitude par élimination, il y a des indices, ça ne devrait pas être très difficile. Alors, si vous avez bien suivi l'étude de cas et bien exploité le document, donc le procureur de la République, c'est lui qui décide de placer Jenny, mineur en danger, sous la protection d'un magistrat spécialisé, le juge des enfants. Le procureur de la République, c'est un peu le chef de gare, c'est lui qui va remettre Jenny sur les bons rails et la confier aux soins d'un juge qui lui sera dédié. L'aide sociale à l'enfance, c'est elle qui va organiser le placement de Jenny dans une famille d'accueil, trouver la famille d'accueil et vérifier que tout se passe bien. La principale du collège, c'est elle qui a adressé un signalement concernant l'absentéisme scolaire de Jenny auprès du procureur de la République. C'est finalement la principale du collège qui, dans ce cas précis, a finalement tout déclenché, parce que si elle n'avait pas signalé l'absentéisme répété de Jenny, le procureur de la République n'en aurait jamais entendu parler et rien ne se serait mis en œuvre pour sauver cette mineure en danger. Le juge des enfants, c'est lui qui décide, et c'est une lourde responsabilité parce que c'est un déchirement, pour la maman, comme pour les frères et sœurs, comme pour Jenny. C'est lui qui décide de retirer temporairement Jenny à sa famille parce que sa famille est dangereuse, toxique pour elle. Le fait est qu'il faut l'éloigner temporairement. L'équipe éducative du collège a son rôle à jouer, les enseignants en particulier, parce que ils sont là pour faire leur travail. Leur travail, c'est permettre à Jenny de préparer son avenir, en réussissant sur le plan scolaire. Encore faut-il effectivement que Jenny vienne en classe. La famille d'accueil a un rôle essentiel, puisque c'est elle qui va proposer un cadre de vie adapté
correspondant aux besoins et on peut l'espérer aux attentes de Jenny au quotidien. Elle devient une famille par procuration, hein, elle devient une famille bis, chargée de lui apporter le cadre que sa vraie famille ne peut pas ou n'a pas pu lui apporter jusqu'à maintenant. Et n'oublions pas les éducateurs de la PJJ, c'est-à-dire la protection judiciaire de la jeunesse. Ce sont des adultes qui sont formés, eux, pour venir en aide aux mineurs en danger. Et l'éducateur, il suit Jenny régulièrement, il fait le point avec elle, avec sa famille d'ailleurs aussi. Il sert de relais, hein, c'est la courroie de transmission entre l'institution judiciaire, le collège, la famille, voilà. C'est donc, je l'ai mis en dernier, mais parce que c'est un élément majeur de l'action en faveur des mineurs en danger. Et donc on en arrive à la première partie de la trace écrite dédiée à la justice des mineurs en France. Donc depuis 1974, l'âge légal de la majorité civique a été abaissé en France de 21 à 18 ans. En conséquence, sont considérés comme mineurs tous les moins de 18 ans révolus, hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore eu 18 ans. Citoyens en devenir, les mineurs ont à ce titre des droits et des devoirs spécifiques, comme le droit à l'éducation, mais aussi le devoir d'obéir à ses responsables légaux, c'est-à-dire ses parents. Les mineurs bénéficient d'un système judiciaire spécifique, tant pour le civil, tant pour la justice civile, notamment en cas de décision de justice concernant la garde partagée en cas de divorce, que pour le pénal, c'est-à-dire les délits et les crimes. C'est une justice sur mesure. Alors, dans la deuxième partie de la séance, nous allons maintenant revenir un peu plus précisément sur la justice pénale des mineurs, hein, la justice qui s'intéresse aux mineurs délinquants ou criminels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la justice des mineurs, la justice pénale des mineurs, est définie par un cadre juridique qui remonte au 2 février 1945, ce qu'on appelle l'ordonnance du 2 février 1945. Alors, il ne faut pas se tromper sur le sens du mot ordonnance, hein, c'est pas l'ordonnance du médecin qu'on va ensuite montrer au pharmacien. Par ordonnance, il faut comprendre un texte de loi. Et ce texte de loi, qui date donc du 2 février 1945, a été modifié et même d'une certaine manière durci en 2011. Et cette ordonnance du 2 février 1945 est actuellement en réécriture, puisqu'il y a un projet de loi pour modifier à nouveau la justice des mineurs. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler davantage, puisque la loi n'est pas encore votée. Alors, je vous ai fait une petite compilation des principales dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945, à commencer par l'article 1, qui précise que les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d'assises des mineurs. Voilà, ça revient très exactement à ce que je vous disais à l'instant. On a une justice sur mesure, on a une justice dédiée aux mineurs. Hein, je vous l'ai dit, la justice française est extrêmement spécialisée. La preuve avec les mineurs ne sont jugés que par des tribunaux pour mineurs. Article 2, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d'assises des mineurs prononceront, suivant le cas, des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées. Autrement dit, et c'est une différence par rapport à la justice des majeurs, la justice des mineurs a comme priorité l'éducatif, l'éducation. C'est-à-dire cette idée que l'enfant peut encore être remis sur le droit chemin. Peut-être ne reviendra-t-il pas sur le droit chemin, mais il faut tout faire en priorité pour lui donner une chance de se retrouver sur le droit chemin.
Donc ça veut dire que la priorité de la justice des mineurs n'est pas la punition, n'est pas la sanction. La priorité absolue, c'est l'éducation. Et quand bien même il faudrait enfermer un mineur derrière des barreaux, eh bien, on ne se contentera pas que de l'enfermer. L'enfant devra suivre une scolarité adaptée, certes, adaptée à la prison, hein, c'est clair, mais l'idée, c'est la priorité, c'est l'éducatif. Alors, dans les cas les plus dramatiques, malheureusement, la justice est bien obligée de mettre derrière les barreaux des mineurs. Donc, en dessous de 13 ans, pas question. L'article 11 prévoit que le mineur âgé de plus de 13 ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, donc c'est pas à vie, hein, soit par le juge des enfants, soit par le juge d'instruction, que si cette mesure paraît indispensable, le mineur sera retenu dans un quartier spécial. Ben oui, une mesure indispensable, ne serait-ce que par exemple que pour protéger le mineur. Parce que si le mineur peut faire l'objet d'une vengeance de la part de ses victimes, de sa victime par exemple, le fait d'enfermer le mineur peut contribuer peut-être par exemple à lui sauver la vie. Et dans ce cas-là, le mineur enfermé sera enfermé dans un quartier spécial de la prison. Bon, il n'existe pas à ma connaissance de prison pour mineurs, mais dans chaque prison pour adultes, il existe un quartier spécial pour les mineurs afin de mettre les mineurs à l'abri de la mauvaise compagnie des majeurs enfermés dans la prison. Bah oui, parce que par définition, dans les prisons, on ne trouve que des gens peu recommandables. Parce que si ces gens étaient recommandables, ils ne seraient justement pas enfermés derrière des barreaux. Donc pour éviter que des mineurs ne soient davantage corrompus et abîmés par les adultes qui pourraient les agresser, notamment sexuellement, eh bien les mineurs sont séparés des adultes pour leur éviter d'être victimes des prédateurs adultes ou tout simplement pour leur éviter de subir une mauvaise influence. Alors comme je vous l'ai déjà dit, mettre un mineur derrière des barreaux, c'est au fond l'aveu d'échec, l'aveu de l'impuissance de la justice à remettre le mineur sur le droit chemin. Et c'est la situation la moins satisfaisante parce qu'au fond on punit mais on n'éduque pas. C'est pour cette raison que depuis 2002 a été créée en France une alternative à l'enfermement, à l'incarcération des mineurs. Cette alternative s'intitule les centres éducatifs fermés, les CEF, qui ont pour but d'accueillir des mineurs qui sont condamnés, donc à de la prison ferme, pour une période de 6 mois, renouvelable une fois, donc au maximum 1 an, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve, ou, pour des mineurs en fin de peine, dans le cadre d'une libération conditionnelle. Il en va des centres éducatifs fermés, des CEF, comme des déchetteries, des centrales nucléaires ou des parcs d'éoliennes. Tout le monde est d'accord pour qu'ils existent, mais personne ne veut les accueillir sur son territoire. Donc ça pose des problèmes effectivement d'acceptation par la population locale. Néanmoins, comme vous pouvez le voir sur cette carte à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il existe une demi-douzaine de centres éducatifs fermés à l'intérieur de la région. Et dans l'ancienne région Auvergne, il y en a 2. Et dans le département de l'Allier qui nous occupe, qui nous intéresse davantage encore, il en existe 20, pas très loin de Moulins, au sud de Moulins, dans la commune de Lusigny.
Alors, l'idée des CEF, c'est d'occuper un maximum les jeunes pensionnaires du CEF, au point d'ailleurs que ces derniers parfois se plaignent de manquer de temps libre, mais justement, quand ils ont trop de temps libre, ils multiplient les embrouilles et finalement font des bêtises. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils soient toujours occupés. Donc grosso modo, ils ont un tiers de cours, un tiers de travail en atelier et un tiers d'atelier sportif, et ils sont en permanence accompagnés par un ou plusieurs éducateurs. La nuit, ils sont enfermés dans leur chambre. Ça, c'est le côté fermé, hein, effectivement, parce que, bah oui, encore une fois, on a affaire à des jeunes qui ont commis des bêtises et il ne faut pas leur laisser l'occasion de multiplier les bêtises. C'est ce qui fait d'ailleurs que certains ne jouent pas le jeu et cherchent à s'échapper. Alors, s'échapper d'un CEF, c'est pas très compliqué, hein, surtout de jour, hein, parce que bon, il y a quelques grillages hein, qui donnent un aspect un peu prison à l'ensemble, mais c'est pas une centrale comme celle de Moulin-Iser, et donc il est assez facile d'escalader le grillage. Mais les jeunes qui font partie de CEF doivent y réfléchir à deux fois parce que les gendarmes finiront par les rattraper, hein. Et pour les fugueurs, eh bien, c'est non pas le retour à la case CEF, mais c'est le retour à la case prison, parce que en s'échappant du CEF, ils ont grillé leur joker, et pour eux, eh bien, l'alternative CEF n'existera plus, et en l'absence d'alternative, ça sera la prison, mais la vraie, la même que celle des adultes. Dans un quartier séparé, certes, mais ça sera la prison quand même. Donc il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de faire la bêtise de vouloir sauter par-dessus le grillage. Ça, c'est pour le bâton. Maintenant, il y a la carotte, c'est-à-dire après la punition, la récompense. Pour ceux qui se comportent bien, et ben, effectivement, on leur offre des activités en extérieur, hein, on les sort temporairement du CEF, on leur offre des activités de kayak, de golf, de squash, et aussi de permission pour leur permettre de retourner quelques jours dans leur famille. On leur offre aussi des stages de qualification qui peuvent leur permettre ensuite de trouver plus tard peut-être un travail dans les métiers de la restauration, du bâtiment, de l'automobile. Donc les jeunes les plus malins, les moins abîmés, on va dire, par la délinquance, trouvent dans les CEF la chance non seulement d'échapper à la prison, bête et méchante si je puis dire, mais aussi de se construire un avenir qui leur évitera peut-être justement plus tard de retourner en prison, mais cette fois-ci en tant qu'adulte. Alors, après avoir abordé la question des centres éducatifs fermés, j'aimerais revenir avec vous sur la notion d'excuse de minorité, qui prévoit, je vous le rappelle, par l'ordonnance du 2 février 1945, qu'un mineur condamné ne pourra pas faire plus de la moitié de la peine à laquelle il aurait été condamné s'il avait été majeur. Donc pour dire les choses un peu trivialement, il y a une remise de 50% de la peine qui est accordée aux mineurs au titre de l'excuse atténuante de minorité. Et rappelez-vous, si Mathieu M s'était montré un peu plus humain, un peu plus coopératif, il aurait pu, l'assassin d'Agnès Marin aurait pu en bénéficier. J'ai dit aurait pu et non pas aurait dû, car la loi prévoit une exception à l'automaticité de l'excuse de minorité. En effet, en dessous de 16 ans, il n'y a pas de débat, l'excuse de minorité est automatiquement
accordée, quoi qu'en pensent les juges, le public, peu importe. Mais en revanche, la loi précise que si le mineur est âgé de plus de 16 ans, mais moins de 18, sinon c'est plus un mineur, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, pour en clair la gravité du crime aussi, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application de la réduction de peine. Donc, c'était pas écrit d'avance que Mathieu M bénéficierait de l'excuse de minorité. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il n'en a pas bénéficié. Alors, il faut bien comprendre que la justice fait partie du débat public, et en particulier la justice des mineurs, parce que beaucoup d'adultes ont parfois tendance à considérer que les mineurs sont globalement dangereux pour la société, que, alors peut-être pas derrière tout mineur se cache un délinquant, hein, faut pas non plus exagérer, mais le fait est que beaucoup d'adultes considèrent que les enfants d'aujourd'hui, voilà, ils respectent beaucoup moins la loi que leurs aînés, ce qui est certainement faux, mais c'est le ressenti qu'a une partie de la société, il ne faut pas se le cacher, et ça explique qu'au moment des élections, notamment des élections présidentielles, la justice pénale des mineurs devient un enjeu politique majeur entre les candidats de la droite et de la gauche. Alors pour faire simple, les candidats de la droite voudraient abaisser la majorité pénale et faire en sorte que les mineurs soient davantage punis. Là, on serait moins dans l'éducatif et davantage dans la punition. Et vous avez par exemple, pour l'élection de 2017, le candidat François Fillon qui voulait faire disparaître l'excuse de minorité à partir de 16 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, le mineur était considéré aux yeux de la justice comme un adulte. Ce à quoi lui a répondu le candidat Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, donc là on est plutôt à gauche et même à l'extrême gauche, c'est votre façon de responsabiliser les jeunes. Merci, mais non merci. Dans notre programme, nous préférons donner le droit de vote à 16 ans. Voilà, on peut exercer l'autorité parentale à 16 ans. Si on est assez mûr pour savoir ce qui est bon pour son enfant, on est assez mûr pour savoir ce qui est bon pour son avenir. Bon, autrement dit, la gauche, l'extrême gauche, refuse cette idée de pénaliser les mineurs et ne veut pas de l'abandon de l'excuse de minorité. Il faut le savoir, hein, cette excuse de minorité, de toute manière, selon l'ordonnance du 2 février 1945, peut être levée à partir de 16 ans si l'on considère que l'accusé ne mérite pas d'en bénéficier. Et rappelez-vous, c'est ce qui est arrivé à Mathieu M, l'assassin d'Agnès Marin, qui, aussi bien en première instance qu'en appel, a vu les juges le condamner donc à la perpétuité sans bénéfice de l'excuse de minorité. Aussi bien en appel qu'en première instance, les juges ont écarté, ce qui est rarissime, mais ils pouvaient le faire puisque Mathieu M avait 16 ans. Ils ont écarté le bénéfice de l'excuse de minorité au vu de l'extrême gravité des faits et surtout de l'absence complète de remords du condamné. Il est donc temps de passer à la deuxième partie de notre trace écrite de la leçon consacrée à la justice des mineurs en France. Alors, que nous dit la trace écrite? Avant 10 ans, le mineur peut faire l'objet de mesures éducatives imposées par un juge pour enfants.
L'âge de la responsabilité légale devrait être fixé par la loi à 13 ans. Parce que c'est pas encore fait officiellement. En cas de condamnation pénale, la peine est assortie de mesures éducatives et d'assistance sociale, notamment en centre éducatif fermé, les CEF, afin de favoriser la réinsertion sociale du mineur et lui éviter la récidive. En cas d'incarcération, exceptionnelle mais possible dès 13 ans, les mineurs sont séparés des adultes, afin de les protéger, les mineurs. Sauf exception motivée par la cour d'assises, le mineur voit sa peine divisée par 2 au titre de l'excuse atténuante de majorité par rapport à la condamnation subie par un adulte. Voilà, c'est tout. J'espère que cette séance aura contribué elle aussi à vous éclairer sur les fondamentaux de la justice en France.